Bonjour à tous, nous avons l'immense plaisir de recevoir deux grandes figures de la bourse, deux personnalités qui pendant près de 15 ans ont été des références absolues pour plus d'1 million de petits porteurs auxquels ils donnaient rendez-vous chaque semaine sur l'antenne de LCI dans leur émission La Bourse et votre argent. Vous l'avez bien sûr compris, nos invités ne sont autres que Jean-Pierre Gaillard et Jean-François Gilles d'Erasmus Gestion. Messieurs, bonjour. Bonjour Vincent. Alors j'aimerais que nous fassions ensemble un petit voyage dans le passé en rappelant que la renommée de votre émission reposait en bonne part certes sur vos talents médiatiques respectifs, mais également sur les performances du portefeuille que vous co-gériez, Jean-François, avec le regretté Patrick Leguil. En 14 ans, le portefeuille de la Bourse et votre argent a produit une performance annuelle moyenne de 10,2% quand le CAC 40 n'a généré que du 4,8% par an. Vous avez donc permis à ceux qui suivaient vos conseils avisés de s'enrichir. Est-ce que l'idée était juste avec SCP Mon PEA de prolonger l'expérience et de répliquer le portefeuille de la Bourse et votre argent? Jean-Pierre? Oui, alors pour moi c'est un petit peu spécial. J'avais 46 ans de journalisme financier et je voulais voir le métier de l'intérieur, après l'avoir commenté de l'extérieur pendant si longtemps, voir de l'intérieur. Et on avait parlé avec Jean-François et Patrick depuis déjà longtemps, vu le courrier que nous recevions, etc. On se disait, on se gère ce portefeuille qui marche très bien. C'est virtuel, on le gère virtuellement si on passait au réel. Et lorsqu'on en a été libres tous les trois de nos occupations principales, eh bien lorsqu'on a été libres tous les trois, on a commencé effectivement à penser à créer ce fonds FCP Mon PEA en réel. On en a parlé à la Française AM. On a expliqué comment on avait fonctionné, comment en 14 ans on avait fait 3 fois la performance du CAC, en s'adressant que pour les téléspectateurs. C'est-à-dire qu'on ne cherchait pas vraiment à gagner de l'argent. Au début, on cherchait à être compris du plus grand nombre. Donc tout était basé sur la simplicité, sur faire le bon œuvre de sens. pédagogie. Ah, absolument, c'était ça. C'était le but de l'émission. Et ça s'est traduit donc par ce résultat, et ça nous a évidemment donné envie donc de passer au réel, ce que l'on a fait avec la Française au début. Mais est-ce qu'il s'agit d'une simple réplique du portefeuille d'antan? On n'a pas changé le process, Jean-François. Le process est tout à fait le même. On a toujours la même déclinaison en 3 parties, c'est-à-dire qu'on commence par analyser les données macroéconomiques, comment va l'économie mondiale, l'économie européenne, l'économie française. On décline de cette première partie, et c'est la deuxième, le cycle boursier, qui va nous conduire au thème d'investissement que l'on choisit. Et puis ensuite, à l'intérieur de ces thèmes d'investissement, eh bien, on effectue le stock picking. Vous vous concentrez toujours sur les actions françaises? On se concentre toujours sur les actions françaises. FCP Mon PEA est consacré à ça. Oui. C'est des grandes françaises. Un petit peu de valeur de la zone euro, quelquefois. Bon, ce qu'on a droit dans un PEA. Exactement, la limite légale. Oui, non, mais c'est assez rare en fait. Ouais. La limite légale serait 40%. En fait, nous sommes, quasiment uniquement en actions françaises. Vous vous concentrez également sur les grandes capitalisations plutôt? Oui, alors là, on a toute une histoire aussi. Qui remonte à la télé d'ailleurs. Vas-y. Oui, qui remonte à la télé parce qu'au début, quand on a commencé à faire ça, on voyait beaucoup de petites, on aime beaucoup les petites valeurs, on voyait beaucoup de petites valeurs. Et puis, quand on est monté en audience, qu'on commençait à prendre un petit peu de poids, eh bien, on s'est aperçu que le lundi matin, les valeurs qu'on conseillait à la baisse pendant le week-end, elles étaient réservées à la baisse sur le marché, et les valeurs qu'on conseillait à la hausse étaient réservées à la hausse. Vous aviez une influence trop grande sur les cours. On s'est dit, si ça continue, on va avoir des problèmes avec l'AMF. Donc, en faisant du Total, du Sanofi, on n'influera pas le marché. Et donc, vous avez gardé on a le pli. plutôt été sur les grandes. Oui, on a plutôt gardé le pli, mais on a gagné en liberté de ce côté-là. Donc, on a aussi maintenant peut-être un peu plus de valeurs moyennes ou de petites valeurs que nous n'en avions dans le passé. Combien de lignes dans le portefeuille? Alors là, il y a un petit changement par rapport à notre tradition télévisuelle, puisque pour la simplification de l'émission et pour que tous les particuliers qui nous regardaient puissent répliquer dans leur portefeuille personnel ce que nous conseillons, nous avions dit 20 lignes, et au début de l'année, toutes sont équipondérées à 5%. Là, c'est pas Voilà. possible. Là, ça n'est pas possible pour des questions réglementaires. Vous savez qu'il y a des questions de ratio. Et donc, il a fallu qu'on augmente un petit peu le nombre de lignes. Donc, on est entre 20 et 25 lignes. Mais quand même, c'est une toute Mais c'est petite... très, très concentré. Oui, c'est un portefeuille de conviction.
Oui, c'est un portefeuille de conviction. Puis alors en plus, il faut dire, moi, je connaissais pas je connaissais pas le métier de gérant. Moi, je suis pas gérant et je ne le serai jamais. C'est un métier qui s'apprend. Il faut une longue expérience pour faire tout ça. Eh bien, les gérants ont un travail. Quand on suit des valeurs à Erasmus, vous les suivez comme le lait sur le feu, vous les surveillez, et on ne peut pas en surveiller 500 ou 1000 quand on est une petite équipe. Donc ça nous arrange bien d'avoir un nombre de valeurs limité. Quand on a fini nos thèmes et le stock picking, vous le faites sur 60-70 valeurs pour arriver dans le portefeuille de 20 à 25. Donc vous suivez très attentivement 60 à 70 valeurs, c'est ça? Ouais. Alors maintenant, l'équipe s'est un peu élargie. On suit une soixantaine d'entreprises françaises, mais nous avons d'autres fonds également et nous avons une équipe renforcée avec des analystes. Enfin, on reste une petite équipe, nous sommes 6. Alors parlons un petit peu justement de la méthode et du process de gestion. Est-ce que c'est une gestion collégiale? De quelle façon Jean-Pierre intervient dans cette gestion? Parce que certes, il n'est pas gérant, mais il a un certain regard sur les marchés. Comment se combine tout ça? Comment se fait l'alchimie? Première chose, c'est notre comité. Tous les lundis matins, on a comité de gestion. On se réunit tous. Et là, on parle de tout ce qui s'est passé, où on en est et ce qu'on pense faire dans les mois qui viennent. Moi, je fais surtout de la représentation, je continue un petit peu mon métier de journaliste, mais pas comme journaliste, pour Erasmus maintenant. Mais c'est un petit peu différent. Néanmoins, les sources sont toujours les mêmes. Et puis, Jean-Pierre Gaillard a des entrées dans certaines maisons. Enfin, il y a une notoriété qui sert beaucoup. Vous êtes plutôt pour vous occupez des relations publiques. C'est ça. La gestion est plutôt dévolue à Jean-François. Mais le rythme est quand même le même, puisque nous avions dans le passé, avec Patrick Le Guide, une réunion de travail tous les vendredis. Et là, elle est remplacée par une réunion de travail de l'ensemble de l'équipe le lundi en fin de matinée. Et le process qui en découle est décliné exactement de la même façon, avec l'analyse macroéconomique, le cycle boursier et le choix des thèmes. Et nous avons toujours des thèmes d'investissement. Suivant les moments, on en a de 3 à 5. Et puis ensuite, alors, les gérants vont faire leur stock picking, leur sélection de valeurs à l'intérieur des thèmes que nous avons choisis. L'encours de FCP Montpéa, c'est une centaine de millions aujourd'hui? Oui, c'est une centaine de millions. En fait, c'est plutôt 85 sur FCP Montpéa, mais nous avons un clone qui est un fonds dédié, comme on dit, et ça nous porte à 100 millions. En fait. Ça représente grosso modo 50% de ce que gère Erasmus. Oui. Très bien. Alors je reviens aux performances. Je disais que le portefeuille de la bourse et votre argent avait généré une performance annualisée de 10,2%. Vous avez fait mieux, en l'occurrence, avec FCP Montpéa depuis sa création. Entre le 27 mai 2010 et le 18 août 2015, la performance annualisée a été de 12,75% pour une performance cumulée de 87,28%. Vous voyez, comme je suis précis, ce qui vous permet aussi de battre votre catégorie. Est-ce que ces performances relèvent d'un style de gestion particulier, Jean-François? Comme on vient de le dire, le style a été constant au cours de la période. C'est une analyse qu'on appelle top-down, c'est-à-dire qu'on part de l'économie pour aller vers la sélection des entreprises. Et nous n'avons pas changé, nous avons très très peu évolué en 20 ans. Par contre, pourquoi on a ces performances? Ce qui me frappe davantage de dire que le pourquoi, je pense que la méthodologie y est pour quelque chose, mais je crois, ce qui me frappe surtout, c'est la constance, si vous voulez. Parce que vous l'avez remarqué, la première phase c'était 15 ans, la cinquième c'est plus de 5 ans, et en fait l'écart par rapport à notre indice, il est à peu près le même. Donc je me dis que cette méthodologie appliquée avec des personnes sélectionnées quand même, on s'entoure de collaborateurs de très grande qualité, et on a une équipe resserrée, on a beaucoup d'expérience autour de la table même si on n'est pas très nombreux, eh bien ça nous permet de délivrer de façon quasi récurrente ces belles performances. Oui, il faut appuyer, Jean-François n'ose peut-être pas trop le faire, mais sur le talent des gérants. Les gérants, c'est comme n'importe quel corps de métier, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Quand on s'est lancé dans cette opération, personnellement, à l'époque, je faisais 1000 interviews par an de professionnels. Donc, je connaissais quand même bien le milieu. Et ben, j'ai pas choisi ceux que je pensais les plus mauvais. J'ai choisi, bien sûr, ceux que je pensais les meilleurs. Et indiscutablement, le travail du gérant est absolument formidable. Je ne discuterai pas de la qualité des gérants. On sent le marché. Il faut qu'ils sentent le marché, en plus de ce travail de recherche. L'historique de performance plaide pour ce que vous dites. Mais est-ce que, toutefois, ces performances sont construites sur des biais sectoriels ou pas? Ou est-ce que vous n'en avez aucun? Comment nous avons des biais sectoriels? Je vais vous en citer deux. Un qui est du moment. Nous pensons chez Erasmus
que l'abondance de production d'énergie aujourd'hui et l'arrivée sur le marché dans l'année qui suit de la production iranienne fait que de façon durable, le prix du baril de pétrole va être bas. Donc, comme nous sommes un fonds de conviction, nous appliquons nos convictions macroéconomiques à notre investissement. Nous n'avons aucune valeur pétrolière. Mais ça, c'est un biais c'est pas un biais structurel. Ça n'est pas un biais structurel. C'est un biais conjoncturel. Un biais, là, je vous ai donné donc l'analyse du moment, mais enfin, c'est une analyse qui va quand même durer sans doute sur plusieurs années. Un biais quasi permanent, nous sous-pondérons ce qu'on appelle les services publics, les utilities. Pourquoi ? Parce que ce sont des entreprises qui ne maîtrisent pas la détermination de leur prix de vente, qui sont soumises à des contraintes de la part du gouvernement pour le gaz, pour l'électricité, voire même pour des transports publics ou autres. Et dans ces conditions, nous pensons que l'entreprise ne peut pas réaliser pleinement ses ambitions. Elle est contrainte. A contrario, y a-t-il un secteur que vous surpondériez structurellement ? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Alors un petit point que je voudrais rajouter sur ce que vient de dire Jean-François et notamment sur les utilities. Le pétrole, vous avez changé les gérants d'avis plusieurs fois au cours des 5 ans qu'on a, c'est normal, on suit l'évolution. En revanche, je vous ai toujours entendu éviter les utilities parce qu'on n'a jamais toute sa liberté avec. Exactement. Quels sont justement les thèmes d'investissement que vous imaginez porteurs pour les mois qui viennent, les trimestres et les semestres qui viennent ? Alors, et je vais faire en même temps un peu la démonstration, une illustration de notre process. Ce que nous pensons, c'est que compte tenu de l'action des banques centrales, BCE d'un côté, Fédéral Réserve de l'autre, il est tout à fait probable que dans les 18 mois qui viennent, le dollar se renforce par rapport à l'euro. Donc, les entreprises françaises qui ont un chiffre d'affaires important en dollars vont bénéficier de cette situation. Donc vous privilégiez les valeurs exposées dollars. Voilà, ça c'est un de nos thèmes. C'est un de nos thèmes qui, vous voyez, dérive très directement de notre analyse macroéconomique. Alors ça c'est un premier thème. Je crois savoir qu'il y a également le thème des opérations spéciales. Oui, en effet, nous pensons que nous sommes en zone euro et en France en bas de cycle. On commence simplement à se redresser. C'est très lent, mais on commence à se redresser. Les entreprises savent très très bien que ce qui est intéressant pour elles en termes de croissance externe, c'est de faire cette croissance externe quand on est en bas de cycle, puisque en haut de cycle, les confrères coûtent trop cher en quelque sorte. Donc c'est maintenant que les opérations financières vont se dérouler, ce n'est pas dans 3 ans. Dans 3 ans, on sera trop proche du haut de cycle. Vous misez toujours sur la reprise européenne ? Oui, nous misons sur la reprise européenne et je dois dire que même si les médias ont été extrêmement noirs au cours du mois d'août, nous pensons au contraire que les chiffres du mois d'août ont été excellents en ce qui concerne la France et la zone euro. Tout ce que nous avons comme remontée de la part des entreprises, mais ce que nous avons aussi comme chiffre de consommation, c'est des choses qui sont très 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 rassurantes. Et le discours des chefs d'entreprise est vraiment très très rassurant. La reprise de l'investissement commence, c'est quelque chose, ce sont des tendances longues. Alors jusqu'à récemment, vous privilégiez aussi les valeurs exposées aux émergents. Est-ce que vous avez changé d'avis ? Est-ce que vous avez tourné Kazakh ? Oui, nous avons tourné Kazakh. La seule différence que l'on a sur le sujet avec l'opinion publique ou l'opinion des confrères, c'est que nous sommes moins réservés sur la Chine et nous rappelons qu'en dépit de la dévaluation du yuan de ce mois d'août, sur un an quand même le yuan s'est renforcé de plus de 20% par rapport au dollar. Et ça va continuer à exister. Donc, en fait, nous nous méfions des autres émergents dont les devises ne sont pas corrélées au dollar et nous nous méfions. Alors, évidemment, vous l'avez compris, le croisement des deux idées. Si vous êtes un émergent avec une devise qui n'est pas liée au dollar et qu'en plus vous êtes producteur de matières premières, alors là, il faut absolument sortir. Alors moi, je ne parlerai pas de thème, mais d'une façon tout de même plus générale, ce que je constate, c'est quand on regarde la situation pour un patrimoine, l'allocation d'actifs, c'est quand même l'action où on a le plus de chances d'avoir un bon rendement. Aujourd'hui, ça devrait être privilégié. D'ailleurs, on voit bien dans les assurances-vie quand même, on essaye de monter, malgré l'été difficile qu'on a eu, les unités de compte où rentrent donc les actions. Je reste sur la Chine, et notamment, je m'adresse à vous, Jean-Pierre, parce que
vous me passerez l'expression, mais ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Et vous l'avez dit, vous avez eu une carrière auprès des marchés boursiers, au plus près des marchés boursiers, très très longue. Vous avez vu des cracks, vous avez vu des bulles. Est-ce que ce qui se passe en Chine, alors Jean-François a nuancé, j'entends bien, mais ne vous inquiète pas un petit peu? Bah écoutez, on le regarde de très près. De dire « vous inquiétez pas un petit peu », bien sûr que si, on s'en passerait, on n'est pas alarmiste, ça c'est évident. Maintenant, il faut dire que c'est quand même un mouvement qui se fait, parce que des crises, on en a connu, on en a vu, on en a traversé, puis si on résiste, eh bien nous, on s'en sort toujours à peu près honorablement. Mais là, ça touche quand même un pays énorme, les enjeux sont importants, mais justement, il a également la force de rebondir. Donc pour vous, il ne faut pas être alarmiste, en tout cas, sur le sujet. Et les perspectives des entreprises européennes ne sont pas remises en question. Il faut voir la transformation qui s'opère en Chine. On passe d'une transformation d'une société qui était axée sur la production industrielle de biens de qualité moyenne à une société qui est davantage orientée sur les services. N'oublions pas que la Chine a maintenant des salaires qui ne sont pas du tout compétitifs par rapport à beaucoup de pays du sud-est asiatique ou d'Amérique du Sud. Donc, on monte en gamme ensuite. Donc, ça veut dire qu'il y a des exportateurs européens qui sont malheureux parce que leur production ne trouve plus leur place en Chine, mais qu'il y en a d'autres qui sont au contraire très contents. Donc, simplement, il faut faire le tri. Quelles sont pour vous les phases de marché où FCP Montpellier est plus susceptible de bien se comporter et celles où il est plutôt en retrait ou dans le rang? On est plutôt plus sage que le marché. Moi, je crois que je vois ce que vous faites. On est plutôt plus sage. Quand il y a des écarts, vous savez que les réactions épidermiques du marché, c'est toujours exagéré dans un sens comme dans l'autre. Eh bien, nous, bien sûr, on les ressent, mais je trouve qu'on amortit quand même le choc. On a moins d'à-coups et le lendemain, on se régularise le lendemain, le surlendemain plus rapidement. On est plus régulier. Dans notre jargon, on a moins de volatilité. Voilà. À qui s'adresse FCP Montpellier? Ah, bah tout le monde. Alors ça, vraiment à tout le monde, puisqu'il s'appelle FCP Montpellier, c'est vrai, on s'est posé la question souvent, est-ce qu'on n'a pas eu tort? Certains pensent que ça va que dans un... Ben non, qui peut le plus, peut le moins. Du moment que ça va dans un PEA, ça peut aller partout. Dans les assurances-vie, c'est d'ailleurs surtout là où ils sont en ce moment, les FCP Montpellier. Mais dans un compte titre ordinaire, si vous aimez payer beaucoup d'impôts, dans un compte titre ordinaire, il va très bien aussi, il va partout. Est-ce que vous estimez qu'on peut investir aujourd'hui en actions, que c'est le moment d'investir en actions et d'investir particulièrement dans la FCP Montpellier? Alors, l'idéal pour un particulier qui n'est pas averti, c'est les établissements ou les confrères qui proposent des plans d'investissement progressifs. C'est-à-dire que vous avez un versement mensuel ou trimestriel, vous faites ça sur 8 ans, c'est la durée du contrat d'assurance vie. Je pense qu'au bout des 8 ans, vous êtes très très content, vous avez un prix moyen de revient et vous avez sans doute une performance sympathique à la Et ça, c'est formidable. En ce qui concerne le timing, c'est difficile d'être... Là aussi, on n'est pas une boule de cristal. Néanmoins, je dirais qu'il vaut mieux sans doute investir en ce début du mois de septembre où le marché vient de corriger de 15% que lorsqu'il était au plus haut, début du mois d'avril. Les contrats... Et à un horizon de 6 mois, disons, à la fin du premier trimestre 2016, je pense que ce qu'on a perdu sera rattrapé. Au-delà. Les contrats programmés, c'est quand même formidable pour tout le monde, hein, pour le professionnel qui sait qui peut tabler, qui peut s'organiser, qui sait ce qui va rentrer, et puis pour le particulier qui étale ça. Ce serait l'idéal, c'est ce qu'il faut faire comprendre. On a bien entendu le message, mais on retiendra également que vous êtes plutôt confiants. Messieurs, grand merci. Merci.